Voilà, donc pour commencer, moi je fais partie de l'association StrasWeb, qui est une association d'étudiants et jeunes diplômés des métiers du web, qui organise tout au long de l'année, en partenariat avec l'Université de Strasbourg, des ateliers de formation pour débutants comme celui-ci. Donc on organise des formations toutes les semaines cette année, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site strasweb.fr ce qu'on organise d'autre. C'est à chaque fois gratuit et ouvert à tous, adapté aux débutants. Et c'est toujours les lundis soirs? Non, ce mois-ci encore, je crois, mais à partir de novembre, ça sera le mercredi. Voilà. Toujours de 18h à 20h, par contre. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous a déjà fait du HTML. Ok, donc la plupart d'entre vous, parfait. Parce qu'on aura besoin de voir un peu de HTML pour faire du JavaScript, c'est quelque chose qui est très lié. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du JavaScript? Un petit peu. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un autre langage de programmation que le JavaScript? C'était quoi comme langage? C, d'accord. D'accord. Bon, alors pour vous, ça sera peut-être un peu facile ce qu'on va voir. Ça s'adresse à des débutants, mais euh, qu'est-ce qui. Osiris, ça marche pas. Juste là, l'utilisateur, c'est l'utilisateur, c'est ça? Oui, c'est les mêmes comptes que sur le LD. Oui, ça marche. Sinon, vous pouvez utiliser comme utilisateur conf-strasweb. Euh, bon, ouais. Donc, pour commencer par la base, qu'est-ce que c'est le JavaScript? Alors, JavaScript, c'est un langage de programmation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en 3 mots ce que c'est un langage de programmation? Il y en a qui en ont déjà fait. On donne un logiciel pour faire appliquer des choses. Plus ou moins, c'est un bon résumé, c'est-à-dire c'est un langage qui va vous permettre de donner des instructions à votre ordinateur pour qu'il exécute des choses. Dans le cas de JavaScript, on va donner des instructions au navigateur, parce que on parle du web ici, et ça va permettre d'agir sur le navigateur. JavaScript, ça s'utilise avec du HTML en fait pour rajouter de l'interaction. C'est-à-dire que HTML, c'est un langage qui vous permet de décrire des documents, de décrire la structure et le contenu des documents, mais de manière fixe. Vous n'avez pas d'interaction dans le HTML. La seule interaction qui existe dans le HTML, c'est les liens qui permettent d'aller d'une page à l'autre. JavaScript, ça va vous permettre de rajouter une interaction à ces pages web et de réagir aux actions de l'utilisateur. Quand sur un site web, vous avez une pop-up qui s'ouvre quand vous avez cliqué sur un élément, ou des éléments qui vont changer de couleur, de forme, des choses comme ça, au clic ou au survol, ou des interactions un peu poussées, ça va être fait généralement avec du JavaScript. Pour ceux qui ont déjà fait du CSS, qui est un autre langage qu'on utilise avec le HTML, on a aussi une forme d'interaction légère, c'est-à-dire que vous pouvez changer la couleur des éléments au survol, des choses comme ça, mais ça reste limité. JavaScript, ça va vraiment permettre de faire des interactions plus poussées avec des éléments de page qui sont animables, déplaçables, des choses comme ça. Vous avez même des jeux qui sont faits entièrement en JavaScript. JavaScript, tout comme HTML, c'est un langage qui est interprété par le navigateur, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter dans un navigateur. Donc le navigateur, c'est le logiciel qui vous permet d'accéder à une page web. Donc Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, vous en avez tout un tas qui existent. Et c'est un langage qui est dit côté client, c'est-à-dire que toutes les actions vont s'effectuer sur l'ordinateur de la personne qui consulte le site et pas sur le serveur. Le fait que JavaScript soit interprété par le navigateur, c'est un élément qui est important parce qu'il peut y avoir du coup des comportements différents selon les navigateurs que vous utilisez. C'est de moins en moins le cas parce qu'il y a une standardisation du JavaScript,
Mais il y a quelques années, on avait du code qui réagissait complètement différemment selon que vous utilisiez Firefox ou Internet Explorer, par exemple. Au niveau qu'on va voir aujourd'hui, avec des choses assez basiques, ça fonctionne exactement de la même manière sur tous les navigateurs, les exemples qu'on va voir, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour du code un petit peu plus poussé. Et donc c'est important quand on crée un site ou une application qui utilise du JavaScript de tester avec un maximum de navigateurs pour vérifier que le comportement est consistant d'un navigateur à l'autre. Surtout que de nos jours, avec les mobiles, vous avez de plus en plus de périphériques et de plateformes différentes pour accéder au web. Alors, comment on écrit du JavaScript? Comme la plupart des langages de programmation, il va falloir un éditeur de code. Vous avez le bloc-notes qui est intégré à Windows, qui permet d'écrire du code, mais qui est un logiciel très basique, qui a peu de fonctionnalités. L'intérêt d'utiliser un éditeur de code spécifiquement adapté pour ça, c'est que vous allez avoir des fonctions qui vont vous aider à écrire du code correctement. Vous avez notamment de la coloration syntaxique. On va voir un exemple, mais l'idée c'est que ça va vous indiquer à quoi correspondent les parties de votre code et vous indiquer des erreurs potentielles. Là, je vous ai mis des exemples d'éditeurs de code assez courants, mais vous en avez tout un tas qui existent. Et la plupart sont adaptés pour du JavaScript. Les fichiers JavaScript sont en .js, tout comme les fichiers HTML sont en .html. Et on va voir tout de suite les exemples de fichiers. Alors, pour les exemples, on va ici utiliser Notepad++. Alors, on a ici un exemple basique de document HTML. Est-ce que c'est assez lisible comme ça? Donc, est-ce que ça parle à tout le monde, un document comme ça? Donc, en gros, on a un document HTML avec l'entête du document qui est compris dans la balise head. Il a un titre. Il a un corps dans la balise body, mais là, pour notre exemple, on n'a rien dans le corps. La particularité qu'on a ici, c'est la balise script. La balise script, c'est l'élément qui va nous permettre d'intégrer du JavaScript à une page HTML. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'utiliser un attribut src qui va indiquer dans quel fichier se trouve le code JavaScript. Donc, on a ici un attribut src qui a pour valeur helloworld.js, ce qui indique que notre JavaScript se trouve dans un fichier helloworld.js qui est dans le même dossier. L'autre façon de faire, c'est de ne pas utiliser cet attribut, d'utiliser simplement une balise script et à l'intérieur de mettre directement le code JavaScript dans la balise. C'est quelque chose qui fonctionne, mais qui est plutôt déconseillé parce que c'est plus propre de séparer complètement le HTML et le JavaScript. Surtout si vous avez du code JavaScript assez long, ça va être au milieu de votre document HTML, ça va pas forcément être lisible. Petite question, il est où le HTML dans ce que vous dites? C'est-à-dire? Vous avez dit qu'il vaut mieux séparer le script de l'HTML. Là, on a notre code HTML, et dans notre fichier, donc on a un fichier ici .html, et on va mettre notre script dans un deuxième fichier .js, donc séparé dans deux fichiers différents. Là, les deux fichiers s'appellent pareil, helloworld.html et helloworld.js, il n'y a absolument pas d'obligation. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et vous pouvez également inclure plusieurs fichiers JavaScript dans un document HTML. On peut avoir ici plusieurs balises sources. Je vais ouvrir mon fichier JavaScript. Et c'est un fichier très basique qui contient une seule ligne. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut faire ce fichier? Alors en fait, c'est simplement
une instruction qui va afficher une petite pop-up avec marqué Hello World dans le navigateur. Pour ça tout de suite, si je l'ouvre dans un navigateur, j'ai une petite pop-up avec marqué Hello World. Ce qui m'a permis de faire ça, c'est cette fonction alerte qui permet d'afficher une pop-up. On va voir après en détail la syntaxe de ces fonctions, mais déjà ce qu'on peut voir ici, c'est le processus du point de vue du navigateur. Pour du HTML classique, votre navigateur il va charger le fichier HTML et il va analyser les balises dans l'ordre, une par une, et afficher au fur et à mesure le contenu qu'indiquent ces balises. Si vous avez une balise B, il va vous afficher du texte en gras, etc. C'est un processus qui se fait assez rapidement. Une page qui n'est pas trop lourde, elle s'affiche quasi instantanément, mais qui se fait dans l'ordre du code. Du coup, ce qui va se passer quand notre navigateur va arriver sur une balise script, c'est qu'il va aller charger le fichier JavaScript et exécuter les instructions qui sont dedans. Donc, dans notre exemple ici, les instructions JavaScript, elles seront exécutées à ce moment-là, c'est-à-dire avant de charger le corps de la page, et donc pas après avoir fini le chargement du HTML. Donc ce qu'on a ici, c'est une fonction qui s'appelle alerte, et une fonction, c'est en fait une instruction qui permet de demander à notre navigateur d'exécuter une action. Donc dans le cas de la fonction alerte, on lui demande d'exécuter comme action une fenêtre, une petite pop-up, avec un texte à l'intérieur. La syntaxe d'une fonction, ça va toujours être le nom de la fonction, ouvrez les parenthèses, et ensuite les arguments qu'on donne à cette fonction. Dans le cas où il n'y en a qu'un, comme ici, on referme la parenthèse après. Quand il y a plusieurs arguments, on va les séparer par des virgules. Il peut y avoir 2 arguments, 3 arguments, 4, une infinité. Et on va, après notre instruction, avoir un point-virgule. Comme dans d'autres langages, en JavaScript, chaque instruction se finit toujours par un point-virgule. Donc on a notre fonction alerte, à laquelle on va passer comme argument Hello World. On a des guillemets autour de Hello World pour indiquer que c'est une chaîne de caractères, un texte. On verra après, quand on parlera des variables, à quoi ça correspond. Mais donc, tout ce qu'on va mettre dans ces guillemets sera affiché dans notre pop-up. Comme mon script est exécuté au moment où le navigateur charge la balise script, il est exécuté qu'une seule fois. C'est-à-dire, maintenant que j'ai fermé la pop-up, elle ne s'affiche plus. Par contre, si je recharge la page, si j'actualise, le navigateur va recharger tout le code et me refaire ma pop-up. Si maintenant je change le texte qui est dans les guillemets et que je recharge ma page, on va avoir ce texte qui s'affiche dans la pop-up. Alors alerte, c'est une des fonctions les plus simples, les plus basiques à utiliser en JavaScript. C'est pourtant dans la pratique une fonction qu'on n'utilise plus tellement. Vous avez quelques sites qui vous affichent encore des pop-up comme ça. Là, elle a cette apparence, mais avec un autre navigateur, Chrome ou autre, elle aurait une autre apparence. C'est une apparence qui dépend du navigateur, mais qui est à chaque fois assez basique. Et on n'utilise plus ça parce que c'est peu intégré au design du site. C'est-à-dire que là, vous avez une fenêtre basique avec un message dont vous ne contrôlez pas la couleur du texte, pas la police. Si vous voulez l'intégrer dans votre charte graphique, c'est pas adapté. C'est une fonction qui reste par contre utile quand on débute pour tester le code qu'on écrit, parce que ça permet d'afficher des messages de manière très simple, avec simplement alerte et le message. Est-ce que vous avez des questions par rapport au principe des fonctions et de la fonction alerte? Alors, là, on a vu simplement comment afficher un petit message, mais pour pouvoir faire
plus de choses, on va avoir besoin de voir plus de notation en JavaScript. Un petit truc rapidement, c'est qu'on peut mettre des commentaires dans le code JavaScript. Notre code, ça va être des instructions à destination du navigateur ou de l'ordinateur. Les commentaires, ça va être une manière d'ajouter dans le code des instructions à destination d'un lecteur humain. Ce lecteur humain, ça peut être vous. Si vous voulez vous rappeler ce que fait une partie de code, vous pouvez la commenter. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qui va lire votre code. Si vous mettez votre code à disposition d'autres personnes, ça peut être important de le commenter pour expliquer comment fonctionne telle ou telle partie du code. En JavaScript, on peut faire des commentaires multilignes ou des commentaires sur une seule ligne. Les commentaires sur une seule ligne, il suffit simplement de commencer la ligne par 2 slash, et tout ce qui est sur la même ligne sera considéré comme un commentaire par le navigateur, et du coup sera ignoré complètement par le navigateur. Vous avez aussi la possibilité donc de faire des commentaires sur plusieurs lignes, en commençant par slash astérisque et en finissant par astérisque slash. Tout ce qui est entre ces deux slash et astérisque sera considéré comme un commentaire et sera ignoré par le navigateur, quel que soit le nombre de lignes. Attention à bien mettre cette fin de commentaire, sinon tout ce qui sera après pourra être considéré comme un commentaire par le navigateur et donc sera ignoré. On va voir un exemple concret tout de suite. On a ici dans notre document un commentaire de plusieurs lignes. Donc je peux rajouter des lignes, rajouter du texte entre. Tout ce qui sera dedans sera ignoré et ne sera pas interprété. On a ici aussi un exemple de commentaire sur une ligne. Et donc la seule instruction qui sera interprétée par le navigateur ici, c'est cette ligne-là. Donc avec la fonction alerte qu'on a vue avant. C'est important d'utiliser des commentaires parce que si vous mettez du texte directement dans votre code, sans le commenter, sans indiquer que c'est un commentaire, le navigateur va essayer de l'interpréter. Il va prendre ça pour une instruction, et du coup là il va chercher à exécuter une fonction tralala qui n'existerait pas. Et donc vous aurez une erreur dans votre code. Le code ne va pas s'exécuter. Donc c'est important pour ça d'utiliser des commentaires. Alors, pour vous montrer comment fonctionnent les erreurs, donc là j'ai enregistré avec mon tralala qui traîne, et mon code ne fait rien. En fait, en JavaScript, quand vous allez tomber sur une erreur, donc ici une erreur de syntaxe, le navigateur va arrêter d'interpréter ce qu'il y a après, et donc ici il ne va pas interpréter notre instruction alerte. Dans la plupart des navigateurs, vous avez une console qui vous permet en fait d'afficher les erreurs qu'il peut y avoir dans votre code. Ici on est sur Firefox, donc si on va dans développement console web, on va avoir ici un espace qui va nous afficher les erreurs qu'il peut y avoir dans notre code. Alors c'est généralement en anglais, on a un tralala is not defined pour indiquer que ça ne fait pas référence à une fonction existante. Ça vous indique aussi également que c'est dans le fichier command.js à la ligne 5. Ça vous permet de retrouver facilement où vous avez pu faire une erreur. Si maintenant j'enlève ce bout de code qui est problématique, que je relance, j'actualise, j'ai effectivement ma fonction alerte qui est exécutée et j'ai pas d'erreur qui s'affiche ici dans la console. Comment vous allez dans le console web? Vous allez ici dans le menu, dans développement et dans console web. Après ça dépend un peu selon le navigateur, dans Chrome c'est pas exactement au même endroit, mais vous cherchez la console à peu près la même apparence de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux commentaires? C'est pas sur les commentaires, c'est sur la valeur en fait. Oui. JavaScript ça va être la première alerte, mais est-ce que la suite du HTML elle va s'exécuter? Le HTML, oui. C'est-à-dire que c'est des erreurs propres à JavaScript, du coup il va arrêter d'exécuter le script en cours. Par contre, si vous avez le reste du HTML ou des scripts dans le reste du HTML, il va continuer à interpréter le HTML normalement.
Alors, on va avoir besoin en JavaScript de stocker des informations pour pouvoir les réutiliser plus tard. Pour ça, on utilise des variables. Les variables, c'est un moyen d'associer une valeur à un mot-clé. C'est-à-dire que si on veut retenir une information comme le nom de l'utilisateur, le contenu d'une balise HTML, ça peut être très varié, un nombre de clics, des choses comme ça, on va pouvoir enregistrer cette information dans une variable et donner un nom, un mot-clé à cette variable, qui va permettre de récupérer plus tard cette information. En JavaScript, pour créer une variable, on va écrire var, espace, le nom de la variable, égale sa valeur. Et on finit, comme toutes les instructions, par un point virgule. Le nom de la variable, ça peut être à peu près ce que vous voulez, en essayant d'être cohérent avec votre utilisation. Si vous enregistrez un prénom, vous allez l'appeler prénom par exemple. Il faut juste faire attention à ne pas mettre de caractères spéciaux dans ce nom-là, c'est-à-dire pas d'espace, pas d'accent, pas de virgule, de cédille, que sais-je. Généralement, on va se cantonner à des lettres et des chiffres. Vos variables, elles vont pouvoir contenir tout un tas de valeurs différentes, et notamment des nombres entiers. Alors, 5, 10, 200 000, ce que vous voulez, il y a une limite, mais qui est très haute, donc on ne va pas la prendre en considération ici. Ou des nombres décimaux, c'est-à-dire à virgule. Faire attention que la décimale se note ici avec un point, et pas une virgule comme en français. Ces nombres entiers ou décimaux peuvent être négatifs ou positifs. En cas de nombre négatif, il faudra simplement mettre un moins avant. Et vous allez aussi pouvoir stocker des chaînes de caractères. Ce qu'on appelle une chaîne, c'est une suite de caractères, qui peut être un mot, une phrase, un paragraphe, toute suite de caractères, on va appeler ça une chaîne. Quand vous enregistrez un nombre dans une variable, vous pouvez simplement mettre directement le nombre après le égal. Quand vous enregistrez une chaîne, il va falloir la mettre entre des apostrophes ou des guillemets afin d'indiquer au navigateur que c'est une chaîne. Si vous ne mettez pas ces apostrophes ou ces guillemets, le navigateur va penser que ce que vous lui donnez, c'est un nom de variable ou un nom de fonction et essayer de l'interpréter. Donc, il faut bien lui indiquer qu'il s'agit d'une chaîne. Il y a des langages où vous avez des différences entre les virgules et les guillemets. En JavaScript, vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ce que vous préférez. Simplement, si vous mettez un guillemet au début, il faut mettre un guillemet à la fin. Il faut faire attention si, entre vos guillemets, dans votre chaîne, vous mettez un guillemet, parce qu'il y a un guillemet dans la phrase, le navigateur va penser que c'est la fin de la chaîne. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux mettre des apostrophes de part et d'autre, ou échapper le guillemet, c'est-à-dire mettre un anti-slash avant, pour indiquer que c'est pas la fin de la chaîne. On va voir des exemples de variables. Donc on a ici, sur notre première ligne, une variable qui s'appelle nom, qui est créée, et qui a pour valeur Smith. On a donc var nom égale, entre apostrophes, Smith. On a une deuxième variable ici, prénom, qui a pour valeur John, donc, et deux variables num1 et num2. On voit ici que si vous voulez créer plusieurs variables d'affilée, vous pouvez soit refaire à chaque fois une instruction var, avec le nom de votre variable, ou en mettre plusieurs à la suite, en les séparant par une virgule. Donc var, nom de la première variable égale sa valeur, virgule, nom de la deuxième variable égale sa valeur, nom de la troisième variable, etc. Vous pouvez en enfiler plusieurs comme ça. Ça fonctionne exactement pareil, ça prend simplement un peu moins de place. Il faut savoir qu'en JavaScript,
l'indentation et les retours à la ligne n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les instructions sur une seule ligne, comme ça, et ça aura exactement la même valeur. Vous pouvez également mettre de l'indentation. Ça fonctionnera pareil, le navigateur ne fait pas de différence. Simplement, pour des questions de lisibilité, on va souvent mettre un retour à la ligne avant chaque instruction. Donc là, on a enregistré nos variables et on va pouvoir les utiliser dans des fonctions. Donc là, on a une fonction alerte à laquelle, comme argument, on va donner notre variable prénom plus une chaîne qui contient un espace plus une variable nom. Alors là, de la même manière, les espaces entre les variables, les instructions, etc. ne sont pas obligatoires. Vous pouvez tout coller comme ça, si vous préférez, mais c'est un peu moins lisible. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que va afficher cette instruction ici? Prénom, espace, Donc, ce qui fait John Smith. Avec un espace entre les deux, puisqu'on a précisé ici. Si on ne précise pas cet espace et qu'on fait simplement prénom plus nom, ça va afficher John Smith, mais les deux collés ensemble. Donc si on regarde tout de suite dans notre navigateur, on a effectivement notre petite pop-up avec John Smith. On a ensuite un alerte num1 plus num2, donc qui fait référence aux variables num1 et num2 qu'on a déclarées ici. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça va afficher? Pardon? Alors, il y a des gens qui ont dit 125 et des gens qui ont dit 17. La bonne réponse c'est 17, ce qui est un peu une particularité de JavaScript qui peut être perturbant pour les gens qui débutent, c'est que le plus, en fait, a un comportement différent selon qu'on utilise des chaînes de caractères ou des nombres. Dans le cas d'une chaîne de caractères, le plus va servir à concaténer ces chaînes, c'est-à-dire à les coller les unes aux autres. Par contre, dans le cas des nombres, le plus va servir à faire une addition. Donc va additionner les deux nombres qu'on lui donne. Vous pouvez de la même manière rajouter encore un autre nombre à la suite, 5 par exemple, et ça va additionner tous ces nombres-là. Et si on mettait nos variables num1 et num2 entre guillemets pour en faire une chaîne de caractères? Alors j'allais y venir. Si on avait voulu avoir 125 du coup, il aurait fallu faire ça. Et donc là, ces nombres ne seraient plus considérés comme des nombres, mais comme des chaînes de caractères. Et du coup, le plus aurait servi à les enchaîner. Et donc à avoir 12 et 5, donc ça se lirait 125. Mais du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si on utilise un plus entre une chaîne et un numéro? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut faire? Alors ça va pas faire d'erreur, ça va fonctionner. Dans beaucoup de langages, ça aurait fait une erreur, mais pas. Voilà. En fait, ça va considérer les deux comme une chaîne, à partir du moment où il y a une chaîne dans le tas, et donc afficher les deux à la suite. Là, on a vu l'utilisation des plus, mais de la même manière, vous allez pouvoir faire des soustractions avec un moins. Et donc là, on va afficher le résultat de la soustraction entre ces deux nombres. Si on fait une soustraction entre des chaînes, on va avoir une erreur. Parce que là, pour le coup, ça n'a pas de sens de soustraire deux textes ensemble. On peut le faire qu'avec un nombre. Non, ça marche pas comme ça. Vous allez avoir une erreur.
On peut aussi faire des multiplications. Est-ce que vous savez comment on fait une multiplication généralement en programmation? Voilà, c'est une astérisque. Et de la même manière, on peut aussi faire une division. Vous allez pouvoir aussi faire des calculs un peu plus complexes, c'est-à-dire en enchaînant une soustraction avec une multiplication par exemple. L'ordre dans lequel les opérations sont effectuées, c'est l'ordre classique en mathématiques, c'est-à-dire que certaines opérations ont priorité sur d'autres. Pour rendre ça plus lisible, on peut utiliser des parenthèses pour grouper les opérations entre elles, pour indiquer clairement que cette opération s'effectue avant celle-là. Et donc de cette manière, vous pouvez construire des calculs relativement complexes à l'aide de parenthèses. Donc, juste pour vous montrer, si j'exécute mon exemple, j'ai effectivement ici John Smith qui s'affiche, donc pour cette fonction alerte. Si je fais OK, j'ai 17 qui s'affiche, plus un petit message de Firefox qui me prévient que ces pop-up peuvent être embêtants et me propose de les bloquer. Ce qui montre bien que ça ne s'utilise pas tellement en situation de production sur un site en ligne parce que c'est agaçant pour les utilisateurs. Et donc là j'ai effectivement un Smith 12 avec les deux à la suite. Ce qu'on voit ici, c'est que si on met plusieurs fonctions alertes les unes à la suite des autres, elles vont s'exécuter dans l'ordre dans lequel on les a écrits, et que la prochaine ne va pas s'exécuter tant qu'on n'aura pas cliqué sur OK pour la précédente. C'est-à-dire que tant que l'utilisateur n'a pas validé, le reste du code n'est pas exécuté. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux variables? Alors, on va voir un autre type de variable, un poil plus complexe, c'est les tableaux. Les tableaux, c'est des variables qui vont permettre de lister, de regrouper plusieurs valeurs ensemble. La syntaxe d'un tableau, la façon de le noter, c'est var mon tableau, enfin nom de mon tableau, égal, et ensuite d'utiliser les crochets pour lister les éléments au sein du tableau, qu'on va séparer donc par des virgules. Donc on appelle ça un tableau en programmation. De manière plus pragmatique, c'est en fait une liste d'éléments. Et donc ces différents éléments du tableau vont être des variables qui peuvent être elles aussi des nombres, des chaînes ou d'autres types de variables. Donc, pour voir tout de suite un exemple, on a ici une variable participant qui est un tableau et qui contient une suite de 4 chaînes de caractères. Ce qui identifie en fait le tableau, c'est le crochet. Oui, voilà. Le crochet, ça va indiquer le début et la fin d'un tableau. L'intérêt ici, c'est de pouvoir lister toute une suite d'éléments dans une seule variable. On aurait pu dans ce cas-là faire une variable participant 1, une variable participant 2, participant 3, participant 4, etc. Si vous en avez 75, ça va vite vous prendre de la place dans votre code et pas forcément être pratique. Là, on va pouvoir stocker tout ça au même endroit et en plus manipuler cette information par la suite. Maintenant, si on veut accéder à un tableau, à un des éléments du tableau, si je veux récupérer ma deuxième valeur par exemple, on va indiquer le nom de la variable et entre crochets le numéro de l'élément auquel on veut accéder. Donc là, si je veux accéder à un des participants, je vais pouvoir dans ma fonction alerte faire participant et entre crochets le numéro du participant, enfin de l'élément dans le tableau
auquel je veux accéder. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça va afficher? Kevin, effectivement. Il y a un piège, c'est que la numérotation commence à 0. Donc on a ici le numéro 0, ici le 1, 2 et 3. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc si je lance mon code, j'ai effectivement Kevin qui s'affiche. De la même manière, le 0 existe effectivement, et il s'agit de Marion. Si maintenant je mets 4, qui est un numéro qui n'existe pas dans ma liste, la fonction va quand même s'exécuter, mais va avoir pour valeur undefined. Undefined, c'est une valeur qui va être donnée à chaque fois qu'un élément n'est pas trouvé. Donc c'est généralement quelque chose que vous ne voulez pas. Donc il faut faire attention à toujours appeler des éléments qui existent. Moi, j'ai pas compris comment vous faites la connexion entre la note et le fichier. En fait, moi j'ai ici un fichier HTML. C'est vrai que je ne voulais pas montrer le fichier HTML à chaque fois parce que c'est globalement le même, dans lequel je charge mon fichier tableau.js. Et donc, quand je modifie ici, dans le notepad, le fichier tableau.js, quand je recharge le HTML, c'est ce fichier qui est exécuté dans le HTML. Est-ce qu'il y a des questions sur les tableaux? Alors, là on va voir quelque chose de propre à JavaScript. C'est comment manipuler des éléments de la page. Jusqu'ici, on a vu comment créer des variables, les afficher, etc. Mais dans nos exemples, on avait des pages HTML qui étaient vides à chaque fois. C'est-à-dire qu'ici, j'avais mon script, mais dans le corps de la page, j'avais rien. Tout l'intérêt d'utiliser JavaScript, c'est qu'on va pouvoir avoir des actions sur le contenu des pages. Si dans ma page j'ai des éléments, un titre, du texte, etc., on va pouvoir manipuler tous ces éléments à l'aide de JavaScript. Donc, on va voir comment agir sur ça. On a pour ça, en JavaScript, le Document Object Model, le DOM, qui est en fait un ensemble de fonctions qui permet d'accéder aux éléments d'un document HTML. On va en voir rapidement quelques-unes. La première étant getElementById. Donc, je vais prendre ici un exemple de page HTML. Là, qui cette fois a du contenu. Donc, on a une balise H1 pour un titre, qui elle-même contient une balise I donc pour mettre en italique. Et donc on a notre titre, exemple, qui sera affiché en italique. Si pour l'instant j'enlève le JavaScript et que j'affiche cette page dans mon navigateur, j'ai effectivement un titre qui s'affiche en italique. Maintenant, dans mon fichier JavaScript qui est associé, j'ai du code qui va me permettre de récupérer ce titre et d'agir dessus. Je vais pour ça utiliser ma fonction getElementById. Vous remarquerez ici que cette balise H1 a un attribut ID qui va permettre de donner à la balise un identifiant unique qui va ensuite permettre d'y accéder depuis JavaScript. Donc l'ID que je donne à mon titre, là c'est titre, je peux l'appeler après comme je veux. Et donc getElementById, ça va me permettre de récupérer l'élément qui a comme ID titre. La fonction
dans sa totalité, va être document.getElementById pour indiquer qu'on fait référence au document en cours qui est affiché dans le navigateur. Et donc je vais pouvoir stocker cet élément dans une variable. C'est-à-dire qu'ici, ma variable mon titre va contenir tout cet élément HTML avec son contenu, ses attributs, ses différentes propriétés. À partir de là, je ne vais pas pouvoir afficher directement cette variable, ou même la manipuler directement. Par contre, je vais pouvoir accéder à ses propriétés. Pour accéder à ces propriétés, je vais indiquer donc le nom de ma variable qui contient mon élément, point, le nom de la propriété qui m'intéresse. Donc ces noms-là, c'est des noms de propriétés prédéfinis qui existent pour tous les éléments HTML. Donc, cette première instruction, alerte mon titre.innerHTML, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut afficher? Cette propriété innerHTML, en fait, elle va permettre de retourner, et donc ici d'afficher dans mon alerte, le contenu HTML de mon élément. Si je lance mon document, si je lance mon document, innerHTML là va me permettre de retourner son contenu, c'est-à-dire tout ça. Donc tout ce qui est contenu dans les balises ouvrantes et fermées. Par contre, si je lance mon document là, il ne se passe rien. J'ai pas d'alerte qui se lance, j'ai pas de pop-up. Alors que dans mon JavaScript, ici, j'avais bien une fonction alerte qui est définie. Alors, en regardant le code, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça ne marche pas? Parce que le script est dans red et l'objet est dans red. D'accord. Il y avait c'était la même chose? Ouais, le script a pas fonctionné sur le... Voilà. Ça, c'est le gros piège du JavaScript. C'est que, comme les éléments sont chargés dans l'ordre, au moment où mon script ici va être chargé, cet élément-là, H1, il n'aura pas encore été chargé dans la page. Du coup, mon JavaScript ne va pas pouvoir y accéder. Si maintenant, je regarde dans ma console, j'ai une erreur disant que mon titre, la variable mon titre, n'existe pas. Parce que il n'a pas pu récupérer la balise H1 qui était plus bas dans la page. Pour contourner ça, il y a deux solutions. La première, ça va être de déplacer mon script plus loin dans ma page. Si je mets ma balise script ici, au moment où mon JavaScript est chargé, la balise H1 aura déjà été chargée dans la page. Donc, on va pouvoir la récupérer. Si je réessaye, ça marche. Et donc j'ai effectivement mon alerte mon titre.innerHTML qui affiche le contenu HTML de ma balise. Donc une balise i avec le contenu exemple. Ce qu'on a effectivement ici comme contenu de ma balise H1. Donc ça fonctionne tout à fait de mettre les scripts à la fin. L'autre solution, ça va être d'utiliser des événements, ce qu'on va voir un peu plus tard. Et dans
Dans ce cas-là, il y a un peu deux écoles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre tout leur script à la fin de la page, pour être sûr que tout soit chargé avant. Et il y a des gens qui préfèrent tout mettre dans l'entête, en considérant que c'est plus propre d'avoir tous les scripts au même endroit dans l'entête, et utiliser après des événements pour charger les scripts au bon moment. Pour l'instant, comme on n'a pas encore vu les événements, on va faire comme ça, on va mettre à la fin. Alors, j'ai ici ma propriété inner.html qui me permet de récupérer le contenu, y compris les balises HTML. Mais ça, c'est généralement pas ce qu'on veut, parce que si vous affichez du texte à l'utilisateur, vous voulez pas afficher les balises avec, vous voulez simplement le texte. Pour ça, on a une deuxième propriété, qui est TextContent, qui va permettre de récupérer uniquement le texte. Donc, si je regarde ma pop-up, j'ai simplement exemple. Parce que TextContent va vous renvoyer uniquement le contenu textuel de votre balise en ignorant les balises HTML. Il y a tout un tas de propriétés qui permettent de récupérer. C'est-à-dire, enfin, là en fait on fait référence à du texte qui est dans le document HTML. Donc en HTML, vous n'avez pas besoin de mettre de guillemets pour indiquer que c'est du texte. Il suffit simplement que ce ne soit pas une balise, et donc que ce ne soit pas entre chevrons, comme là. Donc, avec TextContent, il va prendre tout ce qu'il y a dans votre balise, ici dans la balise H1, et enlever les éléments qui sont des balises HTML, et garder que le texte. Il y a tout un tas de propriétés que vous allez pouvoir récupérer sur vos éléments JavaScript, on ne pourra pas toutes les voir. Ici, c'est peut-être les deux plus utilisées, les deux plus importantes. Je vous ai également mis ID qui permet de récupérer l'ID de l'élément. Donc ici, titre, qui est notre ID qu'on a ici. Bon, là, on la connaissait déjà, puisqu'on l'a utilisé pour récupérer l'élément. Mais il y a des cas où on n'a pas forcément cette information. Alors, c'est intéressant de récupérer ces propriétés, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir les modifier. Donc en fait, de la même manière, on va pouvoir agir sur ces propriétés et les modifier. Pour ça, si je prends par exemple mon titre.inner.html, donc le contenu HTML de ma balise H1, je vais pouvoir le modifier en ajoutant simplement un égal et la valeur que je veux lui donner. Donc ici, si je donne une chaîne de caractères, que je sais pas, je mets ceci est mon titre, on va indiquer que le contenu HTML de ma balise titre va être modifié et remplacé par ça. Donc si je relance maintenant mon document, on voit que mon titre est remplacé. Si je regarde dans le code HTML, le titre, c'est toujours, exemple, le titre qu'on a mis dans le HTML. Parce que on n'a pas modifié directement le HTML. Ce qui se passe en fait, c'est que le navigateur va charger le HTML dans l'ordre, il va charger la balise H1 avec ce contenu-là, mais que juste après, il va charger le script qui lui va modifier le contenu. Donc en fait, en théorie, la page est d'abord chargée avec le titre original, sauf qu'en fait, c'est remplacé tellement vite que ça n'a pas le temps d'être affiché. On voit ici que le titre est plus en italique, contrairement à avant, parce que ce que j'ai remplacé, c'est toute cette partie-là. Et donc j'ai remplacé tout ça, y compris la balise i, par simplement ceci est mon titre. Donc, sans l'italique. Après, je peux très bien ici remettre du HTML et il sera inclus dans le HTML qui est remplacé et donc on aura de nouveau de l'italique. De la même manière, je peux mettre un retour à la ligne
avec une balise BR par exemple, et avoir ici un retour à la ligne. Donc je peux de cette manière injecter du HTML dans ma balise. Mais si maintenant je ne veux pas remplacer le contenu de mon titre, mais simplement ajouter quelque chose, j'ai deux façons de faire ça. Est-ce que quelqu'un sait comment je peux faire si je veux ajouter quelque chose à la fin de mon titre? Alors, une première méthode, ça peut être de faire plus égal, et ici je rajoute quelque chose, et donc là, j'ai exemple 2, parce que ça va indiquer, ce plus égal va indiquer qu'on veut rajouter quelque chose à la fin de l'élément. Donc ça va prendre la propriété inner HTML et rajouter espace 2 à la fin. Ça revient exactement au même que si on avait fait comme ça. C'est-à-dire que le contenu HTML de mon titre est égal au contenu HTML de mon titre plus espace 2. Là, on a exactement le même résultat. Du coup, si vous voulez ajouter quelque chose avant, vous pouvez très bien faire comme ça. C'est-à-dire que le contenu HTML de mon titre est égal à 2, par espace 2, plus le contenu HTML de mon titre. Donc on a effectivement ici rajouté le 2 avant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Sur le texte, on a l'impression que c'est du gras. C'est une certaine taille, vraiment, comme c'est terminé. Lequel texte? Enfin, la page là. Ça? C'est parce qu'on a ici une balise H1 qui donc indique un titre de premier niveau qui est automatiquement dans la plupart des navigateurs en gras et en grand. Si je veux, ici, je pourrais mettre par exemple une balise paragraphe, une balise P, et avoir exactement le même fonctionnement, mais ça s'afficherait sous forme de paragraphe. Ce mécanisme, ça va être vraiment le mécanisme de base qui va permettre de modifier dynamiquement des pages web. Et donc de remplacer une partie du contenu, déplacer des choses selon les actions de l'utilisateur. On a vu ici getElementById qui nous permet de récupérer un élément selon son identifiant. Il y a d'autres façons de récupérer un élément HTML. Vous avez par exemple getElements, alors attention au pluriel cette fois, elements by tag name, qui va permettre de récupérer en fait un élément selon la balise qui est utilisée. Par exemple, je peux faire comme ça. Ce qui ici va me permettre de récupérer tous les éléments qui ont comme balise, comme nom de balise H1. Ici, je peux utiliser n'importe quel nom de balise. Ça peut être P, ça peut être div, ça peut être n'importe quel nom de balise HTML. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer tous les éléments qui utilisent cette balise. Contrairement à l'identifiant qui est unique, qui va toujours faire référence à un seul élément, ici, le nom de balise, il peut être utilisé par plein d'éléments différents dans la page. Si je prends une balise P, je peux avoir plein de balises de paragraphes dans ma page. C'est pas limité. Donc, ce que va faire cette fonction, c'est nous envoyer ici plusieurs éléments HTML. Et en fait, ce qui va être envoyé, c'est sous forme d'un tableau. C'est-à-dire que si après, je veux accéder à un des éléments, donc par exemple au premier, je vais devoir utiliser la syntaxe des tableaux. Par exemple, ici, titre
entre crochets 0, ça va faire référence à, dans la liste des éléments H1 de ma page, le premier dans cette liste, donc numéro 0. Une fois que j'ai indiqué le numéro de l'élément que je veux, je peux récupérer les mêmes propriétés que ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire un inner HTML égal et changer la valeur de mon titre. Et donc ici remplacer la valeur du titre par titre 1. Si maintenant dans ma page j'ai une deuxième balise H1 et que je lui donne par exemple pour contenu titre 2, ici mon code, mon instruction qui indique de remplacer le contenu par titre 1 ne va agir que sur le premier titre, pas sur les deux éléments, parce qu'on a indiqué qu'on voulait uniquement l'élément 0, c'est-à-dire le premier. Si maintenant ici je mets un 1, j'indique que je veux agir sur la propriété inner HTML du deuxième élément de ma page, et donc si j'actualise, c'est ici le deuxième titre qui a son contenu remplacé. De cette manière, même si votre élément n'a pas d'identifiant, n'a pas d'attribut ID, vous pouvez quand même récupérer des éléments par leur type, et ensuite en indiquant quel numéro d'élément vous voulez récupérer. Même si le fait d'utiliser un identifiant pour un élément, ça reste la méthode la plus adaptée pour agir sur du HTML, parce que si je déplace par exemple ce titre-là et que je le mets après, l'ID ici reste le même. Donc j'agirai toujours sur le même élément en utilisant mon getElementById. Par contre, là comme l'ordre a changé, avec mon getElementsByTagName, je ne vais pas faire référence au même élément, puisque l'ordre n'est plus le même. De la même manière, on va pouvoir utiliser getElementByClassName, qui permet de récupérer un élément pour selon sa classe. S'il y en a qui ont déjà fait du CSS, on utilise beaucoup en CSS des attributs classe pour indiquer ici la classe d'un élément, pour appliquer du coup du style en CSS à ces éléments-là. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais simplement je peux faire ici un getElementsByClassName titre qui va me récupérer ici tous les éléments qui ont comme classe titre. Donc ici celui-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces fonctions-là? Est-ce que c'est pas plus simple de corriger directement dans le HTML et le plus avec du JavaScript de corriger dans Alors, justement, on va y venir. Là, effectivement, ça a peu d'intérêt, puisque si vous voulez changer un titre, vous pouvez le changer directement dans votre HTML. Ce qu'on va voir maintenant, c'est des événements, c'est-à-dire comment exécuter des instructions en fonction des actions de l'utilisateur. Et c'est là que ça a un intérêt. Parce que vous pouvez indiquer que si l'utilisateur clique sur un bouton, sur un lien, et ben, le texte va changer, ou la couleur va changer. Et donc là, ça vous permet de manipuler la page en fonction des actions de l'utilisateur. C'est ça tout l'intérêt du JavaScript. D'autres questions avant qu'on avance? Donc, on a effectivement en JavaScript des événements qui sont en fait des fonctions qui sont exécutées en réagissant à une action du navigateur ou de l'utilisateur. Vous avez des dizaines d'événements qui existent en JavaScript pour quand l'utilisateur clique sur quelque chose, survole quelque chose, déplace sa souris,
quand il redimensionne la page, sur smartphone, quand il tourne son smartphone, qu'il change l'orientation. Vous en avez pour tout et n'importe quoi. On va simplement ici voir les deux plus utilisés, qui sont load et click. Load, ça va permettre d'exécuter une action quand la page est chargée, une fois que tout le HTML a été chargé. Et click, d'exécuter une action quand l'utilisateur a cliqué sur un élément. Alors, je vais prendre mon exemple. Et donc là, on a du coup tout de suite quelque chose d'un peu plus compliqué, mais on va y aller partie par partie. On peut voir ici qu'on a window.onload égale function et le reste du code qui est contenu ici entre ces deux accolades. Ce qu'on va indiquer ici, c'est que tout le reste de ce code va être exécuté au moment où l'événement load est lancé. En fait, notre événement ici, window.onload, ça indique que tout ce code-là va être lancé une fois que tout le contenu de la page HTML a été chargé dans la fenêtre. On en revient à notre problème qu'on avait avant, qui était qu'on a dû mettre ici notre balise script à la fin pour que tout soit chargé avant le script. Cet événement onload, ça va être une autre façon d'attendre que tout soit chargé dans la page avant de lancer notre script. Donc ça, c'est une syntaxe qui est un peu particulière, qu'il faut retenir. Mais en gros, ce qu'on indique, c'est donc le nom de notre événement égale function, ouvrez, fermez la parenthèse, et ouvrez les accolades. Et donc, tout ce qui est dans cette accolade va être exécuté au moment où l'événement est lancé. Donc, si je garde juste cette partie-là pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. On a ici, comme on l'a vu avant, un document.getElementById titre. Donc on récupère ici l'élément qui a comme ID titre. Et on va modifier sa propriété textContent, c'est-à-dire son contenu textuel. Si je regarde la page HTML qui correspond à ce code, enfin ce code JavaScript, pour l'instant, si on se réduit à ça, on a ici donc notre script qui est chargé dans l'entête, donc avant le corps de la page. Et dans le corps de la page, on a notre titre avec un ID titre qui contient chargement. Si on avait fait directement ça, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que, comme on l'a vu avant, notre script est chargé avant la balise H1. Donc, au moment où on essaye d'y accéder, cette balise n'existe pas encore. Elle n'est pas encore chargée dans le navigateur. Ici, cet événement, ça va nous permettre d'exécuter cette action-là uniquement quand toute la page HTML est chargée. Et donc, à ce moment-là, la balise H1 qui contient le titre, elle existe. Puisque le navigateur va attendre que tout soit chargé avant d'exécuter le script. Donc, si maintenant je lance ma page, je vois que mon titre est remplacé par page chargée, comme on l'a indiqué ici. Alors, comme avant, en fait, c'est remplacé tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de le voir. Par contre, sur des grosses pages, avec beaucoup de contenu, cet événement onload, il peut être envoyé 1 voire 2 secondes après que l'utilisateur ait commencé à afficher la page, parce que le temps que le navigateur
charge tout le contenu, le HTML, et commence à charger les images et tout ce qu'il peut y avoir dedans. Donc ça a un intérêt ici pour exécuter des actions seulement après que toute la page a été chargée. Donc là, tant que ça charge, on a chargement, et une fois que tout est chargé, c'est remplacé par page chargée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, je vais remettre tout le code. Et ici, on a un deuxième type d'événement qui est onClick, qui va permettre de réagir à un clic de l'utilisateur sur un élément. Donc là, je récupère l'élément qui a comme ID clickMe. Si je regarde mon code HTML, cet élément, c'est une balise P, donc avec l'ID clickMe, et qui contient le texte cliquez-moi. Je récupère cet élément-là et je l'enregistre dans une variable qui s'appelle clickMe. Je vais pouvoir maintenant ajouter un événement sur cet élément. En faisant clickme.onClick, je vais pouvoir rajouter un événement click sur cet élément clickMe. Et donc avec la même syntaxe qu'ici, je vais pouvoir indiquer ici entre les accolades quelles instructions vont être exécutées quand l'événement click est lancé. Donc cet événement click, il est lancé au moment où l'utilisateur va cliquer sur l'élément. Pour commencer par quelque chose qu'on a vu, je vais par exemple pouvoir modifier la propriété innerHTML de l'élément clickMe et la remplacer par test. Si je recharge ma page, j'ai ici mon élément avec l'ID clickMe, qui est donc un paragraphe, une balise P, avec le contenu cliquez-moi. Si je clique dessus, son contenu est remplacé par test. Parce qu'on a indiqué que au moment où est lancé l'événement onClick, on va remplacer sa propriété innerHTML par test. Donc là, on a déjà une manière de modifier du contenu en fonction de l'action de l'utilisateur. Ici, un clic. Là, on a une action différente qui est effectuée sur l'élément. Alors, s'il y en a qui ont déjà fait du CSS, la propriété color en CSS, c'est la propriété qui permet de modifier la couleur du texte d'un élément HTML. Et donc, en faisant en fait clickme.style.color, on va pouvoir accéder à cette propriété color, donc à la couleur du texte de l'élément. En faisant un color égale red, on va pouvoir ici rendre l'élément rouge au moment où l'utilisateur clique dessus. Donc, si j'actualise ma page, alors il faut à chaque fois actualiser la page pour que le nouveau code soit chargé. Si je clique dessus, l'élément devient effectivement rouge. Si je reclique dessus, il ne se passe rien, parce que à chaque clic, c'est la même instruction qui va être lancée. Donc, si je clique une deuxième fois, il va le rendre rouge, mais comme il est déjà rouge, visuellement, ça changera. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là? Alors, ici, on a effectué une seule action, mais comme je l'ai dit, tout ce qui est dans ces accolades est exécuté quand l'événement est lancé. Donc on peut très bien ici mettre deux actions. Et donc, quand l'utilisateur va cliquer, ce sont ces deux actions qui vont être exécutées à la suite.
là, on a le contenu qui change et la couleur qui change. Parce qu'on a ces deux instructions ici dans l'événement. Il y a tout un tas d'actions que vous allez pouvoir effectuer dans ces cas-là. On n'a pas le temps d'en voir énormément plus, mais une action qui est assez courante sur le web, c'est changer de page. C'est-à-dire envoyer l'utilisateur vers une autre page. On n'a pas besoin de JavaScript pour ça. On peut faire un lien classique en HTML, et quand l'utilisateur va cliquer dessus, il va changer de page. Par contre, on peut avoir en JavaScript des cas où on a aussi besoin de faire changer de page à l'utilisateur. Quand l'utilisateur a effectué une certaine action sur le site avec sa souris, etc., on peut avoir envie de l'envoyer vers une autre page après. On va pouvoir faire ça en faisant window.location égale et l'adresse de la page qu'on veut. On va indiquer ici que le navigateur doit changer la page qui est affichée dans cette fenêtre ou dans cet onglet. Alors si on fait directement un window.location égale quelque chose tel quel dans le code, si je fais que ça, c'est que dès que le script va être chargé, le navigateur va changer de page. Donc, ça peut servir pour faire une redirection, mais ça a peu d'utilité parce que l'utilisateur n'aura même pas le temps de voir la page qui sera déjà envoyée sur une autre page. Par contre, ça a une utilité dans les événements. Ici, je récupère l'élément de mon document HTML qui a comme ID Unistra. Ici, cet élément, c'est un paragraphe qui contient comme texte en gras, aller sur le site de Universe. Et donc, en mettant sur cet élément un événement onClick, j'indique que quand l'utilisateur clique sur cet élément, il faut exécuter cette action. Donc, changer la page qui est affichée. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur va cliquer sur cet élément, ça va charger une autre page dans le navigateur. Window.location, ça va toujours charger la page dans le même onglet ou la même fenêtre que l'utilisateur est en train d'utiliser. Vous allez également pouvoir ouvrir des nouvelles fenêtres avec une fonction qui est window.open, mais qui est bloquée dans de plus en plus de navigateurs parce que ça a été très longtemps utilisé pour faire des pop-up publicitaires. Vous arrivez sur une page et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec de la pub. De nos jours, ça se fait plus parce que c'est terriblement intrusif pour l'utilisateur. Quand vous allez sur un site, vous avez envie de voir ce site et pas forcément autre chose qui s'ouvre par-dessus. Donc, la manière recommandée d'ouvrir des pages dans une nouvelle fenêtre, maintenant, c'est en fait de laisser l'utilisateur choisir. Dans la plupart des cas, quand vous avez un lien, on va éviter de forcer ce lien à s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, que ce soit en JavaScript ou directement en HTML, et laisser l'utilisateur le faire en faisant un clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Petit bout de code qu'on vient de voir là. Pardon? Changer la police. Alors, bon, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a tout un tas de propriétés CSS qui permettent de changer l'apparence d'un élément. On aura une formation sur CSS plus tard, mais pour changer la police, vous pouvez ici faire en fait modifier la propriété font family et mettre ici le nom donc de la police que vous voulez.
Ça dépend des paramètres du navigateur, mais sur la plupart des navigateurs, oui. De la même manière, vous pouvez mettre en gras, vous avez une propriété font weight, etc. Mais je ne vais pas vous les montrer maintenant, ça serait trop long. Je vais vous donner quelques ressources où vous pouvez trouver la liste de toutes ces choses-là. Et sinon, on fait une formation sur CSS plus tard, dans le semestre, où on verra justement toutes les propriétés pour modifier l'apparence d'une page. Alors justement, en termes de ressources, vous avez donc MDN, qui est le Mozilla Developer Network, qui est un ensemble de ressources sur le développement web et plus spécifiquement sur JavaScript. Il y a des ressources de tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont orientées vers les développeurs professionnels, donc qui sont assez complexes, mais vous avez également des articles plus pour les débutants, avec donc des exemples à chaque fois, la liste des fonctions, c'est vraiment extrêmement complet, vous avez tout ce qui peut se faire en JavaScript. Et vous avez également un moteur de recherche, donc si vous cherchez des infos sur une fonction particulière, c'est possible de le chercher. Une deuxième ressource que je vous conseille, c'est Codecademy, qui est en fait un site avec des exercices interactifs pour plusieurs langages de programmation, donc JavaScript. Vous allez avoir une série d'exercices de débutants expérimentés, avec à chaque fois en fait une petite fenêtre dans le navigateur où vous allez devoir taper du code pour répondre à l'exercice. On va vous donner un code et il faut le modifier. Ça commence par des choses très simples qu'on a vues là, comment afficher un petit message dans une pop-up avec alerte, et ça augmente progressivement pour des choses de plus en plus complexes. Donc ça pour moi c'est deux ressources qui sont vraiment très bonnes. Après vous trouvez tout un tas de choses sur internet, et en livre vous avez ici deux livres qui sont des bonnes références dans le domaine, mais pareil il y en a tout un tas qui existent. Justement, du coup, sur les formations à venir de StrasWeb, vous avez les dates ici. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est important, toujours vous inscrire sur notre site strasweb.fr. Les formations sont toujours de 18h à 20h le soir, et elles sont toutes gratuites et pour les débutants. Donc, j'ai parlé de CSS, on aura une formation sur ça bientôt, et sur tout un tas d'autres sujets. Il nous reste un peu de temps avant de rendre la salle, donc s'il reste des questions, des choses plus spécifiques. Tu vois ? Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement.